Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro d'éveil patriotique sur votre chaîne Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux de partout où vous êtes. Benga tata, benga mama, benga bandekono, surtout Bozwakiti, Komba Yakaj et Bandi, puisque dans cette émission, c'est une émission interdite au cardiaque. Une émission, Sokolungo la Nango bien, mais là qui sinon attention, pour résister devant ce qui va se passer au cours de cette émission. Et je vous laisse le temps de poser toutes vos questions là où vous êtes. Nous recevons sur ce plateau monsieur, je ne sais pas ce qui n'a bien gagné déjà, honorable monsieur Jonathan Dioka. Il est du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Avec lui, nous allons faire cette émission sans gants, toutes les vérités au cours de cette émission. Il est déjà dans le mur. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Laurence. Mon Mboka, cher ami Jonathan Dioka, nous vous recevons pour parler de la République démocratique du Congo et Sangan. La première question que je veux vous poser, reconnaissez-vous que Jean-Marc Kabound a eu à travailler avec Félix Tshisekedi et ils ont été ensemble même quand la guerre a commencé, puisqu'on sait que c'est Jean-Marc Kabound qui était à la base même de la destruction de la coalition FCC-Cash et c'est lui qui a fait que l'Union sacrée puisse entrer en musique. Non, mais là, on ne se suit pas tout de suite. Il y a plusieurs questions dans ta question. Est-ce que Jean-Marc Kabound a travaillé avec Félix Tshisekedi? Oui. Ok. Est-ce que Jean-Marc Kabound a sauvé le pouvoir de Félix Tshisekedi? Oui. Il a sauvé le pouvoir de Félix Tshisekedi en mettant fin à la coalition FCC-Cash. Non. Je pense qu'il faudrait nuancer. Les questions doivent être posées de manière circoncise pour que nous puissions avoir des meilleures réponses. Jean-Marc Kabound a fait ce qu'on appelle, en langage de guerre, il a fait preuve de circonspection. C'est-à-dire que vous avez l'ennemi en face. S'il n'attaque pas, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là à l'observer, vous attaquez aussi. Il y a eu une difficulté dans la gestion du pouvoir de Tshisekedi dès qu'il a accédé au pouvoir. Et il fallait faire preuve de circonspection parce que les FCC s'organisaient à sa manière, peut-être avec les outils les plus conventionnels pour voir dans quelle mesure ils pouvaient récupérer le pouvoir, ce qui reste dans la légitimité, mais nous sommes dans un combat politique. Et chaque camp essaie de conserver le pouvoir. Et c'est ce que Jean-Marc Kabound a fait par son génie. Il a su protéger le pouvoir de l'UDPS, le pouvoir dont Félix Tshisekedi en jouit aujourd'hui. Il a sauvé le pouvoir de Félix Tshisekedi en mettant fin à la coalition FCC-Cash puisqu'il avait besoin de retrouver son poste de vice-premier président de l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez, je vais vous mettre à l'aise. Non, je suis très à l'aise. Oui, je comprends qu'il y a le besoin que je vous réponde avec vos mots. Mais moi, je préfère vous expliquer l'histoire. Peut-être que ça peut nous permettre, dans l'évolution, à reformuler même votre question. Quand on arrive au niveau où deux partenaires s'affrontent directement, ça veut dire que peut-être dans une autre dimension, même quantique, la relation est déjà fragile. Ça veut dire que la coalition avait déjà échoué. Vous comprenez? Mais face à cette situation-là, face au chaos, il fallait trouver un moyen, un schéma de sortie des crises. Et c'est ce que le président Jean-Marc Kabound a proposé. En fait, moi, j'aimerais qu'on le voit comme le génie congolais, le prophète, tout ce que vous voulez. Mais c'est l'homme de la situation et il a toujours su proposer un schéma, un plan de sortie des crises. Que ce soit quand l'UDPS a été UDPS, que ce soit quand il fallait avoir le congrès de l'UDPS, que ce soit quand Félix Tshisekedi était allé de manière abusive et non respectueuse, signer des papiers à Genève, que ce soit quand le pouvoir de Tshisekedi du premier mandat était en train de tomber dans le flop. Donc c'est quelqu'un qui a toujours su trouver un mécanisme pour mettre en place une stratégie qui permet à ce que, voilà, qu'on conserve le pouvoir tout en respectant les valeurs de base de la gestion du pouvoir. Et aujourd'hui, vous vous réjouissez du passage de Jean-Marc Kabound, d'abord au sein de l'UDPS et aussi au sein des institutions de la République démocratique du Congo. Et vous pensez que son bilan est positif ou négatif? Réjouissance, ce n'est pas le mot que je choisis.
Mais je pense qu'il a démontré à quel point il a tenu à sa parole, à la conviction au regard de son peuple et du peuple congolais. Parce que le peuple, c'est lui qui lui a donné le pouvoir, que ce soit quand il était député, que ce soit quand il était dans la Chambre des représentants en tant que premier vice-président. De même aussi, le pouvoir qu'il a été confié dans la logique des représentants du parti au pouvoir. Donc, réjouissance, je ne sais pas, parce qu'on parle là de l'UDPS. Je n'ai jamais été de l'UDPS et je pense que je ne le serai jamais. Mais Il ne faut jamais dire jamais dans la jamais, vie. Hein. L'UDPS, c'est un grand parti quand même. jamais. Donc, je pense au moins, il a réussi à démontrer de quoi est-ce qu'il était capable. Il a commencé sa lutte comme beaucoup de jeunes Congolais qu'on voit aujourd'hui, permettez-moi de dire parti de rien. Il a fait son ascension de la province jusqu'à la capitale, accédé à la tête d'un grand parti par rapport à l'historique, par rapport à la lutte, et il a accédé au pouvoir. C'est-à-dire, son parti a accédé au pouvoir. Malgré la perte du Sphinx, il a su gérer toute cette énergie. Donc, on peut être fier de lui à ce niveau-là. Et je pense que c'est les témoins même d'une confiance qu'on peut lui accorder pour arriver à gérer ce pays demain, pourquoi pas. Nous espérons que ça sera bien le cas. Jean-Marc Kabound a fait presque 2 ans et demi à la prison centrale de Makala. Il a été libéré par ordonnance présidentielle, même si votre parti ne les reconnaît pas. Votre parti nous parle d'autre chose. Non, c'est une fausse information ce que vous avez. Je ne sais pas d'où est-ce que vous l'avez eu. Jean-Marc Kabound. Est-ce que vous avez vu cette ordonnance? Jean-Marc Kabound. Est-ce que vous avez vu Jean-Marc Kabound était parmi les gens qui étaient retenus sur l'ordonnance présidentielle. Non, écoutez, s'il vous plaît. Oui. On doit essayer d'échanger sur les faits. Moi, je ne fais pas de la spéculation. Je suis en train de vous donner des informations. Si vous avez des informations que vous pouvez opposer à ce que j'ai dit, dites-le. Le ministre de la Justice l'avait dit. Non. Constant Moutamba l'avait dit. On n'a que de suivre un processus et Jean-Marc Kabound et les autres politiciens seront libérés. Il est sorti, Mike Moukeba est sorti et tant d'autres. En tout cas, si c'est le ministre de la Justice qui l'a dit, je suis déçu de lui. Moi, je vais vous donner une information et à l'occasion, trouver le moyen d'informer le ministre de la Justice. Qu'est-ce qui se passe? Dès lors qu'il y a eu un jugement, nous devrions être notifiés du jugement. Et je pense que nous sommes passés par plusieurs canaux dans le passé pour dénoncer, pour accuser le fait que nous n'étions toujours pas notifiés. Et par après, on a finalement notifié à la partie qui défendait les cas du président Jean-Marc Kabound et nous sommes allés en procédure de révision des jugements. Vous comprenez? Et c'est là que ça s'est avéré effectivement qu'il y avait tellement de coquilles dans cette procédure et que le président Jean-Marc Kabound ne pouvait être aucunement entaché de toutes ses charges. Et il y a eu un jugement qui lui a complètement acquitté. À ce jour, l'État congolais, le pouvoir de Félix Tshisekedi et le régime en place nous doit 3 ans, presque 3 ans, je dois le dire, 3 ans de détention illégale, 3 ans de gâchis où un homme pouvait se concentrer sur son parti politique, sur sa famille, que ce soit politique ou biologique, sur son État, pour pouvoir donner quelque chose d'important, et ils l'ont gardé en prison. Aujourd'hui, le régime en place nous doit réparation. Et moi, j'ai tendance à le dire. Peut-être que le président Jean-Marc Kabound, avec le sens du leadership, pourrait être tenté à pardonner Félix Tshisekedi, mais nous, on ne lui pardonne pas. On ne va jamais lui pardonner ça. Vous n'allez pas pardonner Tshisekedi. Le moment, c'est la justice, une justice qui est indépendante, qui a fait son travail. Vous accusez seulement l'individu de Tshisekedi. Je reviens encore sur un autre aspect quand vous parlez de ce que vous avez appelé la grâce présidentielle. Il y a des griefs retenus contre le président Jean-Marc Kabound qui ne pouvaient même pas faire en sorte qu'il figure sur cette liste-là. Où est-ce que vous ou votre ministre allez trouver ces informations? Vous comprenez? Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas prêts à le pardonner. Pas lui avec son régime. Si le président Jean-Marc Kabound le fait, c'est son droit. Mais il nous a privés d'un leader pendant pratiquement 3 ans. Il nous a privés d'un président de parti pendant pratiquement 3 ans. Et ce sont des blessures, ce sont des plaies qui sont encore fraîches pour parler de tourner la page à ce jour.
Donc, je pense que c'est l'information la plus officielle, en tout cas qui ressort de mon canal. Mais veillez voir avec les canaux qui sont censés vous donner la meilleure information, ils se sont trompés. Merci beaucoup. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La position de Jean-Marc Kabound était connue déjà. Jean-Marc Kabound a recommandé à Félix Tshisekedi de discuter d'abord avec le Rwanda, Paul Kagame et Tshisekedi. Et il avait aussi proposé qu'il y ait un dialogue entre le peuple congolais, disons, entre les acteurs politiques ici en République démocratique du Congo. Mais en Angleterre, il y a cette situation qui continue. Le M23 continue à avancer. Quelle est votre analyse, vous, en tant que politique, vous faites de la situation qui se passe à l'est de la République? Vous accusez l'actuel régime? Peut-être pas, puisque la guerre a commencé, ça fait déjà 30 ans. Quelle est votre analyse? Non, moi, personnellement, je ne fais aucune analyse. Moi, je dis les faits et je donne notre position. Au-delà de la ligne de parti, ici, ce n'est pas l'UDPS où il faut laisser son cerveau à l'extérieur pour entrer à l'UDPS. Non, ici, on continue. l'UDPS, il y a des gens qui ont eu aussi leur cerveau qui réfléchissent. Pourquoi vous accusez tant l'UDPS? Qui a son cerveau à l'UDPS? Je ne veux pas quand même citer les noms des gens. Non, non, mais on doit se rassurer parce que le régime est en train de tomber. Quand vous voyez la gestion est calamiteuse. Jacques Chabani est à sa tête, ce cerveau en place, Augustin Kabouya, n'en parlons pas. Bon, ok. C'est vrai que la forme de la tête ou voilà, peut nous laisser croire qu'il y a forcément quelque chose à l'intérieur. La forme de la tête de... Non, en fait, cette carcasse crânienne. De qui? Non, de chacun. Tout le monde a une tête. Peut nous laisser croire qu'effectivement, voilà, il y a peut-être une matière à l'intérieur. Mais je pense que quand je parle de cerveau, je parle de la capacité de production. Et ça se témoigne sur les actes. Nous, aujourd'hui, en tant qu'opposition, nous sommes arrivés au point de dénoncer la gestion. Quand vous me parlez, par exemple, de Jacques Chabani, je n'ai aucun problème avec lui, mais s'il a une tête, ça lui sert à quoi? Parce que ce que nous voulons, ce sont des résultats sur le terrain. En tant que ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui nous a déjà produit d'assez concret qui améliore la situation, que ce soit sécuritaire, du point de vue extérieur ou intérieur? L'opération Ndobo, ça vous dit rien. Expliquez. Non, l'opération Ndobo ne vous dit rien. Expliquez. Expliquer. C'est à moi de vous poser des questions et vous devez me répondre. L'opération Ndobo a aidé. Aujourd'hui, il y a plusieurs milieux, plusieurs cités, quartiers, communes où il y avait des Koulouna et il y a quand même diminution de criminalité. Vous avez évalué ça sur base de quel indicateur? Vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Le régime de Tshisekedi, c'est un régime propagandiste. Vous voyez? On arrive avec un ministre de la Justice à la télé qui parle de Ndobo, exécution massive, etc. Le président de la République, en contradiction complète, il dit qu'il n'y a pas d'exécution. On arrive avec des histoires sur les investisseurs, des projets, Cité Fachi, Chile Gelou, Kinshasa Zéro Trou. Voilà. Qu'est de la propagande. Mais dans le fait, c'est autre chose. Aujourd'hui, à Kinshasa, on vit une forme de délinquance majeure qui se traduit même dans la criminalité. Une criminalité qui est à la fois, qui prend à la fois comme cible et les instigateurs et les instigués. Je vais vous expliquer un cas qui s'est passé récemment, où la première ministre, ok, par le truchement de ses services, a commis un meurtre ici à Kinshasa. Regardez, c'est pas la première ministre. Là, on a parlé, on a dit c'est pas la première ministre, ce sont des policiers. Non. Ce sont les policiers de qui? De la nation, de la République. Ok. Commis à la garde de qui? Vous voyez, une fois de plus, vous impliquez Jacques Chabani pour soit parler de son incompétence ou de parler directement de l'incompétence de son supérieur. Parce qu'il y a des aspects. Est-ce que le fait que les policiers qui ont pris d'assaut M. Kabeya Senda Christian, lui lassant des coups jusqu'à ce que mort survienne, ont été tenus sur la logique de leur mode opératoire, qui est
naturellement implémentés par leur tutelle, notamment le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait rentre dans les schémas opératoires de ce qu'ils ont appris. Ou, par les trichements du service de sécurité directe de la Première ministre, ils ont reçu l'ordre d'aller lyncher M. Kabe Yassenda. Cet homme-là avait un nom. Ce n'était pas qu'un roulage. C'était certainement un père de famille. Il avait des frères et des sœurs. Oui, il a laissé une fille. Aujourd'hui, il faut être en mesure de reconnaître que cette dame, moi je l'ai dit, beaucoup de gens ne le croyaient pas, mais Judith Suminwa est une criminelle. Aujourd'hui, elle a l'obligation de démissionner de sa fonction et de répondre à une instruction judiciaire. Et si, effectivement, on a une justice dans ce pays, si, effectivement, le ministre de la Justice n'est pas que dans la propagande, il doit ouvrir une procédure. Je ne veux pas faire des commentaires, mais il y a un cas. Il y a des enquêtes qui sont déjà en cours. Quelle enquête? Les preuves sont... Bon, il peut jouir de ce qu'on appelle la présomption de l'innocence, mais les preuves sont palpables. OK? Je vous rappellerai ici un cas presque similaire. Le cas de Dolly Makambo, qui croupit en prison jusqu'à aujourd'hui. Il était député. OK? Alors, s'il n'y a pas une logique de 2 poids, 2 mesures, cette criminelle doit être emprisonnée. Vous savez, la criminalité aujourd'hui... On ne doit pas déjà l'appeler criminelle. Non, non, elle a encore présumé. Non, non, non. Elle joue encore de son innocence, puisque la justice ne l'a pas encore condamnée. Je vais vous donner des éléments qui vont renforcer ma position. Vous savez, il y a des crimes économiques, il y a des crimes humanitaires, il y a des crimes sur plusieurs aspects. Judith Suminwa, Premier ministre de la République, incarne, n'est-ce pas, la politique de l'implémentation, donc la logique de l'implémentation de la politique étatique. Ce n'est pas elle qui est la garante de l'exécutif. Donc ça veut dire que si votre ministre de Défense ou de l'Intérieur ne fait pas bien son travail, la chaîne remonte par elle avant d'aller vers celui qui est dans la prétention d'être garant de la nation. La prétention ou celui qui est le garant de la nation? Il n'a jamais été garant de la nation. Qu'est-ce qu'il arrive à garantir? On n'a même pas une nation aujourd'hui. Il a été élu en tant que chef de l'État. Il est le garant de la nation. Et c'est celui qui protège. Monsieur Laurens, oui. On va se suivre sur une logique basique. C'est quoi les critères de base d'une élection? Ce que nous avons connu, je ne veux pas revenir sur ça, j'en ai parlé plusieurs fois, ce n'était pas une élection. Félix Tshisekedi nous gouverne aujourd'hui par défi. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui ces types de comportements-là a même donné une légitimité à un groupe d'opposition qui ont pris des armes aujourd'hui. Appelez-les terroristes rebelles comme vous voulez, ce sont des opposants au régime actuel. C'est parce qu'il a voulu défier tout le monde. C'est parce qu'il est monté au créneau. Nous posons la question, qui peut lui interdire, lui, à changer la Constitution? Quelle Constitution? De quelle République on parle? Aujourd'hui, il est le chef de l'État. Non, permettez-moi. Mais la Constitution, vous êtes un grand acteur politique, un intellectuel avéré. La Constitution le dit, le chef de l'État, il y a la population avec 100 000 signatures, ou alors le gouvernement peut faire cette proposition-là de changement, révision ou modification de la Constitution. Mais pourquoi quand c'est le chef de l'État qui prend le courage de le faire, ça devrait déranger cette classe-là politique qu'on peut dire qui est corrompue, puisque là, c'est plus normal. Voilà, on n'a pas eu d'élection parce que ces élections-là ont été entachées de plusieurs irrégularités. C'est le vous de l'opposition. Parce que pour parler d'un processus électoral réussi, il y a des valeurs de base, notamment l'inclusivité. Ce n'étaient pas des élections inclusives. Notamment la transparence. Il n'y avait pas de transparence. Quand on retrouve les gens comme, en tout cas, si on va les appeler comme ça aujourd'hui, les caciques du régime en place, avec des machines à voler, pour ne pas dire voter, chez eux à la maison, ça entache tous les processus. On serait dans un pays sérieux, tout cela pouvait être annulé pour organiser un vrai processus. Quand nous rentrons sur maintenant la configuration contextuelle, on se retrouve dans des lieux où il n'y a pas eu carrément vote. Cela aussi revient à impacter les résultats. Au-delà de ça, Félix Tshisekedi, avec sa bande de kamikazes, ont pris d'assaut l'État, la tête de l'État, et aujourd'hui, ils nous gouvernent par défi. J'étais là en train de dire que c'est cette situation qui nous met aujourd'hui dans une position où ce qu'ils ne peuvent pas supporter, cette indignation, c'est une forme d'impolitesse à la nation,
ont pris les armes pour les défier aussi. Et nous nous retrouvons dans un cas pareil. Il faudrait reconnaître que Félix Tshisekedi, c'est un président faible. Faible parce que en 5 ans d'un pouvoir qui lui a été confié, d'ailleurs qui n'a pas su gagner par élection, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des vérités qu'on savait dès le départ, que Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné des élections. Au moment où votre président du parti, Jean-Marc Aboud, avait reconnu que Tshisekedi avait gagné, il y a contradiction entre vous aussi. Non. Écoutez, je vous ai dit ici, ce n'est pas l'IDPS où on laisse son cerveau à l'extérieur. Ok, je reste sur la ligne du parti, mais si vous estimez que le président a évoqué certaines questions, peut-être qu'on va revenir dessus. Je n'ai pas cette confirmation-là. Alors, moi, j'estime que Félix Tshisekedi, d'abord, n'avait pas gagné les élections. OK? Mais il y avait une logique de conservation de la continuité de l'État. Il y avait une logique d'aider à ce que la démocratie grandisse. Vous voyez, on avait une démocratie jeune. Et l'UDPS pouvait mieux incarner cette continuité après ces 32 ans de lutte. Vous voyez, ça aurait été préférable qu'il soit récompensé. C'est un peu comme ce qui s'est fait en Afrique du Sud après l'apartheid. Vous voyez, il fallait donner le pouvoir à un parti qui incarnait quelque chose, même quelques années auparavant, quelques décennies auparavant. Ici, quand on a organisé la table ronde, quand la RDC devait accéder à son indépendance, on a pensé qu'il fallait donner le pouvoir à ceux qui pouvaient se rapprocher à une meilleure préparation de ce qu'on pouvait appeler l'indépendance. Et je pense que 32 ans de lutte, les dirigeants anciens avaient estimé que eux peuvent mieux comprendre la démocratie. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un dictateur. Okay? Félix s'apparente à son parrain, Mobutu, qui disait qu'après lui, c'est le chaos. Et Félix veut nous faire vivre le chaos. Et c'est une situation que nous ne pouvons aucunement accepter. Vous comprenez? Donc, il n'a pas gagné les élections, il a organisé des fausses élections, et il s'est éternisé au pouvoir, et il a eu l'audace, de très mauvais goût, de penser à se pérenniser au pouvoir. Et c'est ce qui nous amène dans ces schémas aujourd'hui. Il n'a jamais voulu se pérenniser au pouvoir. Félix Tshisekedi a dit il le fait pour celui qui viendra même après lui et pour d'autres générations. Pourquoi le prêter? Moi, je peux te dire pourquoi vous lui prêtez des intentions? Moi, je peux vous dire ce que Félix pouvait faire pour celui qui viendra après lui. C'est quoi? Il pouvait améliorer l'éducation, il pouvait améliorer les infrastructures. Il a déjà amélioré l'éducation puisqu'il y a la gratuité de l'enseignement. C'est ce que vous appelez amélioration. Il y a la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui étudie. Même ces enfants-là qui étaient abandonnés. Est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des instituts, des universités qui font des diplômes aujourd'hui? Vous comprenez? Je l'ai dit tantôt. Le problème de l'éducation, c'est le problème d'accès à l'éducation. Envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas accéder à l'éducation. Nous connaissons des écoles où c'est presque des garderies, où les enfants passent pratiquement toute la journée et revenir avec rien. Alors, envoyer tous les enfants à l'école, c'est propagandiste, mais dans le fond. Parce que c'est constitutionnel, hein, la gratuité de l'enseignement primaire, l'enseignement de base. Mais pour mettre en place, pour exécuter cela, il y a des politiques, il y a des aménagements financiers qu'il fallait faire. Et ça doit être budgétisé. Sur base de quoi on se réveille un bon matin, on nous balance cette histoire. Et si je vous demande d'aller faire une évaluation aujourd'hui, parce qu'il y a des statistiques des organisations non gouvernementales qui sont déjà produites, le niveau ne fait que s'amenuiser. Donc, je l'ai dit tantôt, ce que vous envoyez à l'école là, aujourd'hui, c'est des délinquants en puissance que vous préparez. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, bien qu'ils sont à l'école. Vous voyez la nuance? On se rappelle, enfants arrivaient à l'école, mais les enseignants refusaient d'enseigner. Ça se fait même dans les hôpitaux. Quand les médecins décident de gréver, vous venez à l'hôpital, mais vous n'avez pas une assistance médicale. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, vous étiez en train de me dire que, voilà, Tshisekedi a pensé changer la position pour laisser à qui va le succéder, ce que moi, je pense être une vraie supercherie. Mais s'il devait laisser quelque chose de bien, il devait laisser peut-être notre économie, la situation financière étatique, à un point d'achèvement. Aujourd'hui, on est encore plus endetté. Je pense que la dette publique est à ce jour à plus de 5 milliards. Pour financer quoi? Aujourd'hui,
Visitez même le milieu urbain. C'est dans un délabrement que vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'y a plus de route à Kinshasa. La vie devient imprévisible. Comment est-ce que dans un trajet de 30 minutes, vous pouvez faire 4 heures du temps? Pourquoi? Parce que toutes les routes sont complètement détruites. Là, vous condamnez le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. Non, mais vous savez, les responsabilités sont de niveau à niveau. Mais s'il faut casser la tête pour que tout change, nous sommes prêts à le faire. Et Tshisekedi doit être le premier responsable. Parce que vous savez, le leadership rentre aussi dans la logique de savoir sélectionner son équipe. Un chef ne peut pas être là pour dire que non, voilà, c'est mon subalterne qui n'a pas bien fait son travail. C'est-à-dire que tu es incompétent parce que tu n'es même pas en mesure de choisir mieux tes collaborateurs. Donc, comme tu es incompétent, tu auras tendance à choisir des collaborateurs incompétents. Vous voyez? C'est ce que Félix devait laisser. Un pays comme il avait au moins reçu, avec de bonnes routes, minimum, avec des avions, une entreprise aérienne qui fonctionne aussi de bonne manière, des agents qui sont régulièrement payés. Vous voyez, laisser peut-être un cycle démocratique cohérent et crédible au niveau de l'international. Je vous rappellerai, avant que Nanga puisse rejoindre peut-être la rébellion, nous étions cotés parmi le modèle démocratique exemplaire dans l'émergence, parce que effectivement, les cycles électoraux, depuis qu'on était à la CI jusqu'à migrer à la CENI, étaient considérés comme le plus modèle, qui reflétait vraiment les témoignages profonds de l'engagement de la population à choisir leur leader. Avec Félix, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Comment est-ce que Félix peut nous faire 80%, ce qu'il n'a même pas su faire dans son cycle, que ce soit écolier ou académique? Il nous fait ça aux élections. C'est une insulte à l'intelligence. Vous voulez dire, Félix Tshisekedi n'avait jamais fait 73 ou 80% quand il était élève ou écolier et il vient le faire seulement quand il est président de la République. Si vous avez la preuve du contraire, vous le dites, parce que l'information que nous avons, ce n'est pas d'un cycle académique ou écolier. Mais la population l'avait fait confiance jusqu'à 73%. Mais la population congolaise? Non, vous vous trompez sur cette question-là. Je viens de vous démontrer effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection. Lui et Kadima ont fait leur petit jeu pour diriger le Congolais par défi. Les résultats de ces défis-là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'Est. Aujourd'hui, les M23 FC avancent. Que vous le vouliez ou pas, que vous nous interdisez, que vous essayez de censurer. Vous soutenez Nanga avec ces bavures ou vous êtes contre cela? Non. J'aimerais bien que vous choisissiez les concepts de manière précise sur vos questions. Ne me posez pas la question de savoir si je soutiens Nanga. Non, mais on doit savoir votre position, on doit quand même connaître votre position. Rassurez-vous. Ok? Moi, je suis pour une lutte pacifique. Moi, je suis pour la justice et la liberté d'expression. Je suis un démocrate, culturellement et dans le sang. Alors, ne me posez pas la question de savoir si je vais soutenir Nanga. Je ne suis pas là. Mon problème à moi, c'est que, est-ce qu'on doit s'attaquer au problème ou bien à la racine du problème? Qu'est-ce qui pousse les gens à se rebeller? Certains choisissent la racine du problème, c'est qui? Tshisekedi. Tshisekedi est la racine des problèmes aujourd'hui au Congo. Oui. Là, selon vous? Pas selon moi, c'est la vérité, vous le savez. Peut-être qu'en tant que journaliste, vous ne donnez pas votre point de vue. Mais voyez la vie. C'est quoi la vie que nous avons ici au Congo? Vous savez, un peuple, c'est même constitutionnel chez nous. On dit que tout Congolais a le devoir de défendre la Constitution, la nation, face toute, bon, peut-être pas de manière littérale, je vais l'exprimer, face à tout agresseur ou à toute personne qui veut prendre l'État en otage d'une certaine manière. Ce n'est pas vraiment la retransmission la plus littérale, mais vous comprenez un peu ce que j'ai tenté de dire. Quand on vous dit, voilà, tu sais qu'il a échoué dans son mandat, il n'y a eu que détournement, corruption, il n'y a eu que jouissance. Ok, on attend 2023, on va avoir des élections, on va lui bouter dehors avec ses amis parisiens. On arrive aux élections, tu sais qu'il dit, prend encore un autre de ses amis, Kadima, il lui met là à côté, ils vont boutiquer quelque chose rapidement pour rester au pouvoir. Mais papa, dites-moi, un instant, vous ne vous rébellez pas?
Vous ne vous révoltez pas. Mais il faut manifester. Vous n'êtes pas frustré. Il faut manifester pacifiquement, pas prendre les armes, aller tuer ses compatriotes. Je vais maintenant vous expliquer les résultats de ceux qui ont manifesté pacifiquement. Ils ont fait 3 ans en prison. OK? Dans l'Alliance pour le changement, nous avons fait des marches, des sit-ins. Nous avons fait des activités pacifiques. Mais serait-ce que pour demander, non, pas demander, exiger la libération du président Jean-Marc Kaboun. Allez-y à l'Alliance pour le changement, vous trouverez des gens qui sont restés avec des traces physiques sur leur corps. Des gens qui ont été traumatisés. OK? Le prix de la non-violence. Vous comprenez? Et on accepte ça. C'est notre résilience. Mais à un certain moment, si certains décident que, voilà, ce monsieur semble ne pas comprendre le langage des sages, moi, je ne donne pas mon avis. Quelle chance la seule chose qui peut m'inquiéter, c'est la tuerie à l'Est. Voilà. Parce que ces affrontements-là, dites que c'est l'armée rwandaise, mais de l'autre côté, dans l'alliance Fleuve Congo, on retrouve des Congolais. Et à chaque fois qu'une des têtes qu'on connaît tombe en guerre, c'est toujours la propagande aussi de nos médias qui essaie de nous prouver, voilà, un tel est mort. Donc, ce sont des vies humaines. Et le monde est appelé à être mondialiste. C'est pour cela aujourd'hui, on a des organisations régionales et internationales. Vous comprenez? Donc, ce sont des vies humaines. C'est la seule chose qui peut créer... Je vous pose cette question. Quelle chance donnez-vous à la rencontre prévue le 9 avril 2025 à Doha entre la délégation congolaise et la délégation M23 AFC pour résoudre la crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo? Moi, je n'ai aucune question, aucun avis à émettre sur toute cette supercherie, une distraction qui ne sert à rien. À ces jours, pour toute personne qui réfléchit de manière sobre, sans prendre tendance, le plan Kabound, c'est la seule alternative réaliste. C'est quoi le plan? Le plan Kabound consiste en 2 dispositifs. Le premier, c'est-à-dire qu'il faudrait organiser une table ronde, un dialogue international. C'est-à-dire mettre autour de toute une table tous les pays prenant part aux hostilités à l'est du pays, qu'ils soient alliés ou ennemis, qu'on en discute au niveau international, qu'on trouve un compromis international. À ce moment-là, on aura dépouillé les forces exerçant sur nos terres, c'est-à-dire qu'ils soient congolais ou étrangers, de leurs partenaires étrangers. Et c'est par après qu'on peut avoir un dialogue national et intercongolais. Vous comprenez? Alors, si ça fait mal au régime en place, parce qu'on parle du plan Kabound, parce que voilà, ils ne veulent pas lui jeter des fleurs, appelez ça plan Chibidi, plan Chibouaboua, plan Kadima, ce n'est pas grave. Mais le format intérieur, c'est le seul qui peut nous garantir une paix maintenue dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, combien de pays interviennent à l'est du pays? Et ceux dont nous avons appelé, et ceux dont nous considérons comme agresseurs. Et les intérêts sont multilatéraux. Et vous pensez qu'en discutant en ces moments précis avec Nanga, lui seul, il saura apaiser toutes ces personnes-là si on estime effectivement qu'ils sont instigateurs de l'agression. Vous comprenez? Ça veut dire que Félix Tshisekedi n'a pas cessé de nous décevoir, mais cette fois-ci, il peut faire preuve de bonne foi et accepter. Accepter une fois de plus l'hameçon qu'on lui jette pour qu'il sorte de sa noyade. Est-ce que Jean-Marc Kaboun ne peut pas aller aux consultations? On a parlé de ces consultations qui ont déjà débuté. Le FCC était représenté hier par Jeannot Lupemba et les autres cadres. Hier, ils ont été reçus et donc certains politiques. Est-ce que Jean-Marc Kaboun ne peut pas aller proposer sa recette au Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, au professeur Ebirand, pour que les choses puissent avancer? Pourquoi vous refusez ces consultations? Or, vous avez quand même une recette à proposer à la nation. Non, la recette a été proposée à la nation, pas au régime de Tshisekedi. Et ils peuvent faire une récupération sur ça pour voir dans quelle mesure on peut aider la nation. Okay? Nous, on rejette complètement. Parce que je peux vous poser une petite question. C'est quoi l'objectif de cette consultation? Vous êtes congolais?
Oui, on nous consulte pourquoi? Pour Vous, mettre en non, place non, un gouvernement. je vous pose la question, vous êtes Congolais? Oui, Reconnaissez-vous qu'il y a des tueries dans la partie Est? oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arrêter cette hémorragie-là? On l'arrête avec les consultations pour créer un gouvernement. C'est des aventures, ça. Mais un gouvernement d'union nationale où tous les partis, toutes les parties vont se réunir Bon, et résoudre cette réfléchissons crise. rapidement. N'est-ce pas que vous commencez vraiment à vous approcher sur la possibilité de reconnaître que ces gens sont vraiment dans l'embrouillement. Ces gens sont vraiment dans... Quel genre? Nanga Non, ou... non, non, le pouvoir en place, le Mm. régime de Tshisekedi. Mm. À un moment, j'ai vraiment l'impression qu'on se perd parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les hostilités à l'est du pays sont indexées. Le régime en place est en train d'indexer le Rwanda et le groupe Nanga. Maintenant, vous faites vos consultations. Les consultations font appel à Nanga ou au Rwandais. Quand vous allez faire votre petite aventure de distraction pour répartir encore les postes, pour, une fois de plus, saigner les caisses de l'État, est-ce que vous intégrez la dimension où, dans la logique il fallait intégrer les partis qui s'estiment être exclus du processus de vie de la nation. Mais ce sont ceux-là que vous ne pouvez même pas approcher. Vous faites des concertations à Kinshasa, vous partez les croisades de Rouen. Mais quelle est cette contradiction d'une petitesse d'esprit que nous ne savons pas comprendre? Vous ne voyez pas que c'est dur, et à la fois pour eux de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, et à la fois pour nous d'assimiler. Comment on fait? Est-ce qu'on doit se rapprocher à l'imagination des dire qu'ils sont tarés? Et donc, ces consultations, pour vous, ça n'a pas de sens, C'est pas de raison d'être, il faut passer à autre chose. C'est carrément un non-événement, c'est sans avenant, c'est absurde et c'est complètement une distraction et ça ne va aboutir à rien. On aura peut-être un gouvernement dit d'union nationale, mais dans la profondeur, ça sera encore un gouvernement de l'union des Bakwanga. Et après, ça sera une histoire qui va encore continuer. Et malheureusement, si Félix s'entête à ne pas prendre la meilleure décision, on risque demain voir Kisangani tomber et jusqu'à arriver à Kinshasa, il va se prendre, lui, sa famille et ses milliards, aller vivre ailleurs, nous laisser dans un État qui sera militarisé, dans une transition militaire où le processus